Bienvenue sur Crochet du droit, une série de podcasts d'Anticor qui muscle vos droits. Dans cette série, nous allons exposer des points de droit en rapport avec la lutte anticorruption. Épisode 3, le financement illégal de la vie politique. Par Elise Van Beneden, administratrice d'Anticor. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet particulièrement sensible, le financement illégal de la vie politique qui a défrayé à de nombreuses occasions la chronique politique française et qui n'a fait que très tardivement l'objet de mesures de prévention prévues par la loi. Avant 1988, il n'existait en effet pas de cadre légal du financement de la vie politique en France. Comme souvent, les lois de 1988 sont venues répondre à un scandale, celui de l'affaire Luchaire, du nom d'une société d'armement alors dirigée par l'industriel Daniel Devavrin. De 1982 à 1986, cette société a contourné l'interdiction de vente d'armes à l'Iran, mise en place contre la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, en livrant 450 000 obus à l'Iran via des procédures d'exportation frauduleuses. Ce trafic aurait été couvert par le ministre de la Défense de l'époque, le socialiste Charles Hernu, en échange de rétrocommissions présumées d'environ 3 millions de francs. François Mitterrand lui-même était calboussé. Un véritable scandale d'État donc, où les membres d'un parti politique au pouvoir auraient fermé les yeux sur un trafic sanguinaire tant que les caisses du parti étaient bien alimentées. Ce dossier a fait l'objet d'un non-lieu, et il n'a pas pu être contesté à l'époque par Anticor pour la bonne raison que l'association n'existait pas encore. Après la réélection de François Mitterrand en 1988, l'affaire Luchaire est enterrée. Mais revenons sur la répercussion de ce scandale. À la veille de l'élection présidentielle de 1988, la première loi de transparence financière de la vie politique est votée. Elle amène 3 nouveautés. D'abord, elle met en place le principe du financement public des partis politiques représentés au Parlement et des élections présidentielles, législatives et sénatoriales dont les dépenses sont plafonnées. Enfin, la loi crée la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui a pour mission d'apprécier l'évolution du patrimoine des membres du gouvernement et des principaux élus locaux au cours de l'exercice de leur mandat ou d'une fonction, et le cas échéant, de détecter les enrichissements anormaux. Lorsqu'elle met en évidence une variation de patrimoine inexpliquée, pouvant laisser présumer la commission d'une infraction pénale, elle signale le dossier au procureur de la République compétent. Ce premier cadre législatif est amené à évoluer à peine 2 ans plus tard, en 1990, à l'occasion de l'affaire Urba. Autre scandale portant sur l'attribution frauduleuse de marchés publics par des collectivités territoriales entre 1973 et 1990 qui ont permis de financer de manière occulte le Parti socialiste. La loi dite Rocard limite le montant des dons des personnes morales aux partis politiques à hauteur de 550 000 francs. Elle étend le plafonnement à tous les types d'élections et ouvre le financement public aux formations politiques non représentées au Parlement. Pour veiller au respect de ces principes, la loi met aussi en place la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, qui existe encore aujourd'hui. Dernière étape qui vient compléter le dispositif de prévention du financement illégal de campagne, la loi du 19 janvier 1995 est rédigée à partir des conclusions du groupe de travail de l'Assemblée mis en place après la démission de 3 ministres du gouvernement d'Édouard Balladur, mis en cause dans des affaires politico-financières, Alain Carignon, Michel Roussin et Gérard Longuet. Elle interdit les dons aux partis politiques français des personnes morales autres que les partis politiques, que ce soit les entreprises, les associations, les fondations, les syndicats ou les collectivités locales. Par la même occasion, elle augmente le remboursement par l'État des dépenses de campagne jusqu'à 50% du plafond des dépenses. On l'aura compris, l'enjeu principal de l'encadrement du financement de la vie politique est d'empêcher la corruption et la compromission des responsables politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans les partis. Mais il s'agit aussi, plus largement, de maintenir la vie politique autant que possible à l'abri de l'influence de l'argent en imposant une certaine égalité entre les candidats. Les partis politiques sont ainsi astreints à des garanties de transparence, de manière à éviter les financements occultes et les pressions financières susceptibles de compromettre leur indépendance. Dans un monde où les processus électoraux sont encore largement critiqués, l'encadrement légal du financement de la vie politique est un marqueur fort en termes de démocratie. Mais cet encadrement est-il adapté et surtout, est-il respecté ? Les principes essentiels du contrôle de la vie politique. La Constitution française confie 2 missions aux partis politiques : concourir à l'expression du suffrage et favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.
Un parti politique est une association, personne morale de droit privé, qui se soumet à la législation sur le financement des partis politiques. Sous réserve de respecter cette législation sur le financement des partis politiques, donc, il peut bénéficier d'un financement public. Comme on l'a vu, le dispositif actuel s'est progressivement perfectionné et il repose aujourd'hui sur 4 principes fondamentaux. Le premier est l'absence totale de lien entre l'argent des entreprises et les acteurs de la vie politique, partis et candidats, et l'interdiction faite aux personnes morales de prendre part au financement de la vie politique. Pour pallier l'absence de financement militant, traditionnellement modeste en France, l'État a mis en place un deuxième principe, un dispositif d'aide financière aux partis politiques et de prise en charge d'une partie des dépenses de campagne, en contrepartie du strict respect de la législation. Les manquements à cette législation exposent leurs auteurs à une série de sanctions très dissuasives. Sanctions pénales, sanctions financières et surtout, peine d'inéligibilité pour les candidats qui ont pour effet d'évincer temporairement de la vie politique ceux qui prennent le risque de la fraude. Troisième principe, la mise en œuvre des règles de financement des partis et des campagnes électorales est confiée à une autorité administrative indépendante, la CNCCFP, que l'on a déjà nommée, sous le contrôle du juge de l'élection, le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle et les élections législatives, et le juge administratif pour les autres élections. Enfin, quatrième principe, le patrimoine des élus doit être déclaré en début et en fin de mandat, de manière à s'assurer que ceux-ci n'ont pas profité de leurs fonctions pour s'enrichir indûment. Le contrôle est assuré par une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Comment fonctionne le financement des partis politiques ? Nous l'avons souligné, les partis politiques n'ont pas le droit de recevoir d'argent d'une personne morale à but lucratif. Ils peuvent toutefois dégager des ressources provenant d'activités économiques du parti, de legs, mais aussi et surtout d'autres partis politiques. La loi de 1988 a fixé à 7 500 € par parti politique le montant des dons pouvant être consentis et des cotisations pouvant être versées. Ce n'est que par une loi de 2013, la loi Sapin 1, que ce montant de 7 500 € a été appliqué non pas à chaque parti politique, mais à chaque donateur. Enfin, depuis la loi de 2017 pour la confiance dans la vie politique, seuls les Français ou les personnes résidant en France peuvent effectuer de tels dons. Les prêts aux partis politiques font également l'objet d'un encadrement strict. En effet, la loi de 2017 prévoit que les personnes physiques ne peuvent consentir de tels prêts qu'à condition qu'ils ne soient pas effectués à titre habituel. Ces prêts, qui sont soumis à des plafonds, ne peuvent excéder une durée de 5 ans car ils ne sauraient constituer des dons déguisés. S'agissant des prêts consentis par des personnes morales, ils ne sont autorisés que pour les entités européennes. Un État ou une banque extérieure à l'Union ne peut donc ni prêter ni garantir le prêt d'un parti politique. En contrepartie, depuis 2017, un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques a pour mission de faciliter l'octroi par les banques de prêts à des candidats, partis ou groupements politiques rencontrant des difficultés de financement. Il résulte de cet encadrement que le financement des partis politiques est aujourd'hui principalement public. En 2024, ce financement public représente une enveloppe de 66 millions d'euros. Le montant alloué à chaque formation politique est fonction de 2 critères. Les résultats au premier tour des dernières élections législatives et les partis représentés au Parlement en proportion du nombre de députés. En 2024, le parti présidentiel a perçu 19 millions d'euros d'aide publique, le Rassemblement national plus de 10 millions d'euros et la France insoumise presque 8 millions d'euros. Il s'agit de sommes d'argent très importantes et pourtant, les scandales de financement des partis sont légion. Sur les dernières années, il suffit de s'intéresser à l'affaire des assistants parlementaires, du MoDem ou du RN. BFM, le 14 juin 2017. Assistante locale de Marielle de Sarnez au Parlement européen et secrétaire de François Bayrou. 2 missions difficilement compatibles selon le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique dénonce un arrangement du MoDem. Elle était la collaboratrice personnelle de François Bayrou depuis une dizaine d'années. Elle s'occupait de son agenda et de temps en temps aussi de celui de Marielle de Sarnez. Il lui arrivait de prendre des billets d'avion et de train, mais elle n'a jamais travaillé pour l'Europe. Selon plusieurs sources, une dizaine de collaborateurs d'eurodéputés MoDem travaillaient en fait exclusivement pour le parti. L'un d'entre eux, qui travaille aujourd'hui pour la maire de Paris, a signalé son cas à la justice. Alors que les assistants parlementaires des eurodéputés doivent être uniquement mobilisés sur des missions en lien avec le Parlement européen, de nombreux assistants auraient travaillé, non pas à Bruxelles ou à Strasbourg, mais au siège de leur parti politique, ce qui serait une manière de financer le parti, sans rien débourser, en détournant les assistants parlementaires, rémunérés sur fonds publics, à l'avantage du parti.
Comment se finance une campagne électorale ? Comme pour les partis, le financement des campagnes électorales par des entreprises est complètement interdit. Mais au-delà du financement direct de la campagne d'un candidat, par virement par exemple, il y a de nombreuses occasions de fraude. Durant une campagne, de nombreuses prestations sont commandées pour organiser des meetings, pour communiquer, créer des goodies, imprimer des tracts, bref. L'interdiction pour les entreprises de financer une campagne signifie également qu'elles ne peuvent pas faire de ristournes trop importantes à un parti politique. Les dépenses de campagne onéreuses, comme la publicité télévisée et radiophonique, sont interdites. Et dans les 6 mois qui précèdent l'élection, le marketing téléphonique et informatique, la publicité par voie de presse ou les campagnes d'affichage le sont également. Le financement privé prend la forme de dons provenant de personnes physiques ou de partis politiques. Ceux des personnes physiques ne peuvent dépasser 4 600 € par élection. Les dons des partis politiques ne sont, eux, pas plafonnés, ce qui pose de graves difficultés. C'est là qu'entrent en scène les micro-partis. On l'a dit précédemment, avant la loi de 2013, une personne pouvait donner la somme de 7 500 € à toutes les structures politiques qu'il désirait, et donc également aux micro-partis. Un micro-parti est très souvent sans adhérents, mais avec de généreux donateurs. L'activité du micro-parti tourne autour d'une seule personnalité. Un élu local, un député, un ministre ou une personnalité qui veut un minimum d'autonomie financière, ce dont il ne dispose pas au sein d'un grand parti. Avec un micro-parti, un élu dispose d'une totale liberté de création et de gestion. La multiplication de ces petites structures satellites permettait donc aux donateurs de verser non seulement 7 500 € par an à un grand parti de son choix, mais aussi 7 500 € par an à chacune de ses sous-formations. C'est ce qui expliquait le succès de ce genre de structure. En 2014, en France, il y avait 408 partis politiques répertoriés par les commissions des comptes de campagne, contre seulement 28 en 1990. Bien heureusement, la réponse législative est arrivée en 2013, et depuis, un seul donateur ne peut donner que 7 500 € et un seul parti politique. Le Figaro, le 22 juillet 2010. Nous pensons que le législateur en 1990 n'imaginait pas qu'il y aurait un tel développement de micro-partis, comme on les appelle aujourd'hui. Et il avait la volonté de plafonner les dons. C'est-à-dire, on voulait à la fois élargir les possibilités pour les citoyens de participer à la vie politique, mais on voulait plafonner les dons, d'abord parce qu'il y a un avantage fiscal qui y est attaché, et normalement une niche fiscale est plafonnée. Et deuxièmement aussi parce que, probablement, on ne voulait pas que quelques personnes ayant de gros moyens financiers puissent influencer, prendre une part prépondérante dans le financement d'une campagne électorale d'un candidat ou éventuellement d'un parti. Alors pour les campagnes électorales, les choses sont claires puisque c'est 4 600 € pour un ou plusieurs candidats, mais dans le même type d'élection, par exemple pour les élections législatives, pour les élections régionales. Bon, on a le droit à chaque fois où elles ont lieu de faire des dons dans ce plafond. Par contre, pour les partis politiques, la rédaction de la loi dit 7 500 € par an et par parti pour une personne. Mais on ne dit pas que c'est pour un seul parti. Ce mot « seul » n'est pas prononcé. Donc, on peut effectivement verser le même plafond de somme à plusieurs partis en même temps chaque année. Et je crois que c'est là qu'est le problème. Alors la Commission a signalé le problème en lui disant que ça lui paraissait une déviation, enfin une mauvaise application de l'esprit de la loi. Mais ça n'est pas à nous à définir une éventuelle modification de la loi. Il s'agira aux politiques et aux législateurs de se prononcer. Vous avez vu d'ailleurs que sur ce sujet-là, suivant les bords politiques, il y a des opinions tout à fait contrastées. Par ailleurs, les dépenses électorales sont plafonnées afin d'éviter une surenchère continue dans les dépenses de communication et pour assurer plus d'égalité entre les candidats, indépendamment de leurs ressources personnelles. Pour l'élection présidentielle, le plafond a été fixé par la loi de 1962 à 13,7 et 18,3 millions d'euros pour le premier et le second tour respectivement. À chaque nouvelle élection, un nouveau coefficient d'augmentation de ces plafonds est voté pour tenir compte de l'inflation. Cela n'annule pourtant pas la tentation de les dépasser, bien au contraire, comme le rappelle l'ouverture récente du procès de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007, ou encore l'affaire Big Malion. France 24, le 20 mai 2021. L'affaire Big Malion éclate il y a 7 ans. Elle renvoie à la campagne présidentielle de 2012. La justice soupçonne la société de communication Big Malion d'avoir établi de fausses factures.
Objectif, masquer les dépassements de dépenses de l'UMP, depuis renommés les Républicains. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des coûts exorbitants, 18 millions d'euros de fausses factures, portant les frais de la campagne à un total de près de 43 millions, soit plus de 2 fois le plafond légal en France. Quelle est la position d'Anticor sur le financement des partis et des campagnes électorales ? L'association ne se contente pas de critiquer les défaillances de notre système électoral. Elle propose aussi plusieurs pistes de réforme. Aux yeux d'Anticor, la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, apparaît aujourd'hui dépassée. Elle n'avait pas détecté l'ampleur du dépassement d'un compte de campagne en 2012, et la qualité de son contrôle des comptes de campagne en 2017 pose question. Il est nécessaire de mettre en place un dispositif permettant un contrôle réel des candidats en prenant des mesures nouvelles. Par exemple, la réforme de la CNCCFP dans le cadre d'une réforme globale des autorités en charge de la probité publique. L'obligation pour les candidats à la présidentielle de rendre régulièrement public, pendant la campagne, leurs dépenses et leurs recettes. L'instauration d'une sanction rapide d'inéligibilité qui pourrait être prononcée par le juge de l'élection à l'encontre du candidat à l'élection dont le compte de campagne a été rejeté pour fraude ou manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales. La certification, par la Cour des comptes des partis politiques percevant de l'argent public. La publication en données ouvertes de tous les documents justifiant les comptes des partis, les recettes et dépenses des candidats, ainsi que des avis de la CNCCFP, en ajoutant à ces missions l'obligation de publier ces documents dans un format librement réutilisable. L'invalidation de l'élection, même pour l'élection présidentielle, d'autres pays le font quand la procédure n'est pas respectée. Ce fut le cas récemment en Roumanie, où la Cour constitutionnelle roumaine a annoncé en décembre 2024 l'annulation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle suite à des manœuvres d'influence russe qui ont remis en cause la sincérité du scrutin. Pour finir sur une note positive et moins axée sur la contrainte, on peut citer une proposition intéressante formulée par l'économiste Julia Cagé, celle du bon pour l'égalité démocratique. Lorsqu'une personne finance un parti ou une campagne, son don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. Cela signifie que les préférences politiques des Français sont prises en charge sur fonds publics. Mais tous les Français ne sont pas égaux côté finances. Tout le monde ne peut pas donner 4 200 € à une campagne, et il faut, en tout état de cause, être imposable pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt sur le don que l'on fait. Afin de rétablir de l'égalité dans ce mécanisme, Julia Cagé propose que chaque citoyen bénéficie d'un bon pour l'égalité démocratique, c'est-à-dire d'un budget de 8 € d'argent public qu'il peut attribuer à un parti politique de son choix, et ce, indépendamment de son propre niveau de revenu. Plus d'informations sur anticor.org.